Selon les infos de la BBC, des patients de plusieurs pays ont été testés jusqu'à 6 fois négatifs au coronavirus, jusqu'à ce que le 7e essai se termine par un résultat positif. Alors, on n'a pas véritablement plus d'informations, mais en tout cas, c'est une hypothèse. Enfin, ce qui est intéressant avec ces petits inserts, on ne sait pas si c'est une homologie fortuite ou plus qui résulterait d'une ingénierie, qui résulterait vraiment d'une de fabrication, de bricolage. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait expliquer la préférence de ce virus pour se propager chez l'homme. Puisque, comme je l'ai dit au début, le coronavirus, ce sont des virus d'animaux. Curieusement, elle est autorisée au Luxembourg voisin, où vit le professeur Pierre Ludgen. Il a travaillé longtemps pour des multinationales de la chimie. À l'âge de la retraite, il a rejoint une ONG active dans la lutte contre le paludisme. C'est à ce moment-là qu'il a fait connaissance avec l'artémisia et qu'il en a senti tout le potentiel. On a fait des programmes de plantation au Pérou, au Cameroun. On a lancé des bourses avec des Sénégalais et des Péruviens, tout ça financé par notre ministère de la Coopération et par le Fonds national de la Recherche. Très bien, jusqu'au jour où on a eu un choc. Voilà que, on le sait maintenant, les délégués de l'OMS, de Big Pharma et de l'Institut des maladies tropicales d'Anvers ont rendu visite à notre ministère de la Coopération pour lui dire qu'il finançait des activités qui n'étaient pas de son ressort, que les maladies, c'était du ressort des sociétés pharmaceutiques et de Big Pharma. Et il s'est incliné et nous, du jour au lendemain, on nous a coupé tous les fonds. Non, cette plante est une polythérapie, c'est-à-dire qu'elle a au moins 17 molécules antimalariennes. Donc c'est une polythérapie comme tout le monde appelle de ses voeux, parce que quand on met une seule molécule qui attaque donc un plasmodium, on sait que ça va être résistant. Une molécule, pour une maladie, il y a résistance qui arrive, d'accord? Alors qu'une polythérapie, beaucoup moins de résistance. Laurence Coupe. Well, the S proteins, the high similarity of the S proteins from SARS-1 to now SARS-2, that's your spike protein. That's the lock and key. That's going to be what drives it right through human cells. And so we know that's the pathogenic spike protein that for the original SARS. So now you're allowing that access to human tissues because the spike proteins of the natural evolutionary strains don't infect human cells at all. So that research has been going on at Wuhan and published since 2007. And clearly, if that spike protein from SARS weren't on the new COVID-19 or SARS-2, it wouldn't be able to enter human cells. So again, this is again evidence that it couldn't go through the Wuhan seafood market, because how did you get that spike protein off the original SARS from bats or any other way? It's lab-derived. Indian researchers compared the S protein sequence between 2019 nCoV and SARS. They discovered that 2019 nCoV had 4 new sequences inserted, all of which can be found in HIV sequences through a search on GenBank. Shi Zhengli discredited those observations, although she never denied the existence of the 4 inserted sequences. However, scientists probing GenBank found that there were only 3 viruses containing all sequences. The first is the HIV virus itself. The second is a bat coronavirus discovered by Shi. And the third is this new Wuhan coronavirus. We've done this kind of work for now 40 years for me. There's the sequence analysis and comparison of the virus of the SARS-2 COVID-19 apparently has genes that come from other human and other species, including some envelope, the GP41 from HIV.
What is the HIV's GP41? The answer I found online describes GP41 as a protein of HIV that acts as the key to infecting human bodies, resulting in the functional failure of the immune system. If the discovery by Judy and her colleagues are established, it would mean that the infectious part of the Wuhan virus, the S protein, incorporated the sequence of the HIV key protein. This made me think of the immunodeficiency symptoms in people infected. They were doing research on a human transmittable coronavirus that was actually published in a paper. So this is research that they actually published. They were working on developing a coronavirus for the human host, which, leads you to question, why would you be creating a coronavirus that can infect humans? What would be the purpose of that research? Is it for a weapon? Is it so that you can then create a vaccine that you are the sole recipient of the profits from? The Chinese have. Comment tu te présentes, David? David Mendels, 50 ans. David Mendels, 50 ans. Je suis docteur en physique, physicien. Je ne suis pas dans le médical. J'ai été prof à Jakarta et actuellement je suis cofondateur et directeur technique d'une start-up à Aix-en-Provence. On va parler ensemble des tests parce que j'ai été alerté par un mail et par plusieurs personnes qui en gros m'écrivent en me disant que y a une énorme fumisterie dans l'histoire des tests Covid sur le fait qu'à la fois les tests Covid ne seraient pas fiables et qu'il y aurait une sorte de manipulation derrière tout ça. Il y a en tout cas, donc, si on veut expliquer en fait ce qui s'est passé, c'est on avait les chiffres, on attendait la liste des tests rapides recommandés par le CNR. C'est eux qui mesurent les tests. Et on sait quels chiffres ont été communiqués au CNR, et derrière ça, on trouve une liste publiée sur Internet qui est complètement différente. Et quand je dis complètement différente, elle est à 1000 lieues de ce qu'on avait vu. C'est la liste officielle recommandée par le gouvernement français, parce qu'il semblerait qu'on ne soit même pas sûr de qui a pris la décision de mettre cette liste en place comme ça sur le marché. Et si scandale il y a, c'est probablement là. Ça remonte à 15 jours à peu près. Ça remonte à 15 jours, oui. Ouais. Oui. On rentre dans le dur parce que moi j'ai les chiffres que j'ai. Et là, c'est assez édifiant quand même. Tu as effectivement vu les chiffres d'une source. J'ai vu les chiffres aussi. Donc, il y en a certains qui ratent complètement, qui passent pas, qui sont simplement pas bons. C'est-à-dire, là où on demande 95%, ils sont bien en dessous de la barre des 90%. Il y en a certains qui passent en sensibilité, qui passent pas en spécificité, et vice-versa. Et il y en a même un qui est à 75%. Ça veut dire une personne sur 4 est mal diagnostiquée. Oui, et effectivement, de celui-là, on l'a testé sur nous au bureau, et on est tous ressortis positifs alors qu'on était confinés depuis avant. On a eu zéro symptôme, et en passant on s'est testé avec les autres aussi, et on est bien négatif. Ça posait problème, et effectivement, nous, quand on regarde notre produit qui est un lecteur, ce produit-là rentre pas dans notre lecteur. C'est pas possible. On peut pas dire aux gens d'aller se tester avec ça quand on sait qu'il y a une chance sur 4 que le résultat du test soit, parce que l'expression, foireux. Vous avez bossé, vous avez investi du temps et tout ça, et vous découvrez sur Internet cette liste et vous vous dites, c'est là où... Il y a quelque chose qui va pas. La liste ne reflète en aucun point le travail qui a été effectué. Bon, je passe les moments de rage parce que ça scie un peu le derrière quand même d'avoir fait le boulot et de voir qu'il n'y a rien qui le reflète. Mais derrière ça, on se pose quand même la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je donne un exemple typique. On a un test chinois. Ce fabricant fait 2 tests, en fait. Et il a 2 tests qui correspondent à 2 réactifs complètement différents.
Il y en a un qui passe pas, un qui passe. Et on retrouve le même test sur la liste des 23 du CNR, qui est 8 ou 10 fois, je sais plus, parce qu'il est distribué par différentes personnes en Europe et en France. Oui, parce qu'il y a les fabricants et les distributeurs. Et les deux. Les fabricants et les distributeurs, oui. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, ils ont pris le mauvais. Pourquoi ? Sachant que ce mec-là en produit deux différents, qu'il y en a un qui est très bon, qu'il y en a un qui est pourri, pourquoi on a pris le pourri et pourquoi on recommande le pourri ? J'arrive pas à comprendre.